Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. Je me souviens. Il y a plusieurs mois déjà, j'ai été très sensible à la proposition d'Alain Herbette de préfacer son nouveau livre. Aujourd'hui, en rédigeant mon texte, je l'en remercie, car il m'a amené à me replonger dans mon passé de militant socialiste et dans bien d'autres activités qui occupent ma vie, notamment celle d'historien, ou tout au moins, à défaut d'utiliser ce qualificatif, d'homme qui a publié de nombreux ouvrages historiques, essais et biographies. De quand date ma première rencontre avec Israël ? Mon premier souvenir précis est lié à la lecture du livre de Joseph Kessel, Les Fils de l'Impossible. C'était en 1970 ou un peu après. Je me souviens encore de la couverture de ce livre, blanche, avec la titraille en bleu. 50 ans plus tard, j'ai encore présent dans ma mémoire un passage de ce livre, quand Kessel raconte que les pionniers d'Israël enterraient leurs morts à même la terre et plantaient un jeune arbre dessus. De la mort naît la vie. Mais pourquoi diable ai-je acheté puis lu ce livre ? J'avais alors 17 ans. Est-ce lié à la guerre des 6 jours de 1967 ? C'est possible. Le climat familial dans lequel je vivais, certes ouvert sur le reste du monde et majoritairement de gauche, a-t-il joué ? Je n'en suis pas sûr. J'ai peut-être voulu comprendre ce qu'était ce jeune pays, tentant d'avancer vers le socialisme, sans oublier qu'il était oasis de démocratie dans un environnement de régime qui tous, ou presque, voulaient sa disparition. Quelques années plus tard, à la fin des années 1970, alors que je poursuivais mes études d'histoire à Lille, un ami juif m'a proposé de partir m'installer en Israël. Une proposition séduisante, certes, mais à laquelle je n'ai pas donné suite. Pour en rester à l'aspect politique de la question d'Israël, un élément déterminant pour moi est survenu en 1973. En mars, je deviens militant socialiste, membre de la section socialiste d'Arras, ma ville natale. La ville de Guy Mollet, la section de Guy Mollet. Je suis moltiste. En septembre survient le coup d'État qui porte Pinochet au pouvoir au Chili. À une date que j'ai oubliée, les jeunesses socialistes au plan national organisent une rencontre, meeting, journée d'études. Je ne sais plus, à Épinay-sur-Seine, j'y assiste. Communion avec la fille d'Allende, venue si mes souvenirs sont bons avec Carlos Altamirano, alors secrétaire général du PS chilien. Au déjeuner du midi, les conversations sont animées entre militants fougueux. Elles sont multiples, et ne portent pas que sur le drame chilien. Comment en arrivons-nous à parler de l'Unité, l'hebdomadaire d'alors du PS, et des articles sur Israël de Claude Fusier, chroniqueur de politique internationale dans ce journal, personnalité bien présente dans le livre d'Alain Herbette ? Je ne sais pas. Je défends instinctivement ces papiers, rédigés par un homme que je ne connais pas encore, mais un voisin de table les condamne avec vigueur. Ce militant du CRS de Jean-Pierre Chevènement, du haut de ses 20 ans comme moi, dénonce ces articles sionistes favorables à Israël. Jeune militant venu de ma province, peu au fait des luttes de tendance, des débats sur Israël et la question palestinienne, je n'ai pas les clés pour comprendre ce qui anime ce camarade. Je n'ai pas conservé dans ma mémoire les mots qu'il a dû m'asséner, mais au vu de ce que j'ai intégré plus tard, je les imagine sans peine. Les Palestiniens sont opprimés, un opprimé a toujours raison, il est devenu un résistant, en référence à la résistance au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Langage alors pour moi étrange, et encore aujourd'hui. Il me faudra quelques années pour intégrer cette évolution dans la famille socialiste, et comprendre que le PS, dès le début des années 70, était gagné par le tiers-mondisme, qui ira très loin. Souvenons-nous de l'appel au boycott des produits israéliens soutenu en 2010 par Michel Rocard. Cette question est encore d'actualité de nos jours. Comment ne pas comprendre qu'un boycott punirait collectivement un peuple, et enfermerait chacun dans ses propres certitudes, alors que l'objectif est d'amener les uns et les autres à se rencontrer, à se parler. Restons-en au Parti socialiste, ou plutôt à certains éléments de la famille socialiste dont je reste proche, pour faire un nouveau saut dans le temps. En 1978, ma vie a connu un nouveau tournant avec mon installation à Bondy, en région parisienne, pour travailler avec Claude Fusier, alors sénateur-maire de cette commune. Cette installation me permet d'être au plus près de l'Office universitaire de recherche socialiste, l'OURSS, fondé par Guy Mollet en 1969.
J'y consacre l'essentiel de mes activités, tout en me plongeant avec délice dans les archives constituées dans ce grenier du socialisme. Bien sûr dans celle de Guy Mollet lui-même, auquel j'ai consacré une biographie en 1992, avant de consacrer plusieurs ouvrages à l'affaire de Suez en 1956. L'essentiel n'est pas là, il me faut rester sur Israël, revenir à Bondy et donc à Claude Fusier. En 1985, après lui en avoir parlé, bien sûr, mon ami Claude Lévy et moi décidons de créer dans cette commune une section locale de l'Alliance France-Israël. Une exposition est organisée par nous en janvier à la mairie, inaugurée par l'ambassadeur d'Israël en France, qui était alors Ovadia Sofer, et par Pierre Giraud, ancien sénateur socialiste de Paris, président national de l'Alliance, et par Claude Fusier bien sûr. Pourquoi donc évoquer cette histoire ? Parce qu'elle permet d'évoquer le regard de Claude sur Israël, le regard d'un socialiste. Un socialiste sans doute minoritaire au plan national, mais il l'avait été tout au long de sa vie sur bien des plans. Une bien petite et bien médiocre polémique naît dans le département de la Seine-Saint-Denis autour de cette exposition. Claude Fusier monte au créneau après que j'ai reçu, en tant que président de la section de Bondy de l'Alliance, une volée de bois vert, ou prétendue telle, de l'antenne départementale. Nous aurions dû organiser cette manifestation en liaison avec elle. Comment avons-nous osé inviter l'ambassadeur Sofer sans passer par elle, etc. Puis, la lettre qui m'est adressée entre dans le vif du sujet. Après avoir rappelé que l'Alliance France-Israël était une structure apolitique, le signataire écrit : Je me dois de constater que la section de Bondy sert surtout de tremplin au Parti socialiste dont elle paraît être une émanation, et votre façon d'agir, loin de réunir, risque de provoquer des dissensions, ce que je ne puis admettre. Et d'annoncer qu'il envoyait copie de cette lettre aux instances nationales de l'Alliance ainsi qu'à Jean Valénette, maire gaulliste de Gagny et président d'honneur de la section départementale. Pourquoi évoquer 35 ans après cette affaire ? Parce qu'elle nous ramène au livre d'Alain Herbette, par la lettre que rédige alors Claude Fusier pour répondre à cette attaque contre les socialistes bondinois. En socialiste, il y développe ce qu'il pense d'Israël et il prend aussi notre défense après cette modeste exposition qui ne méritait sans doute pas tant d'honneur. Il remet aussi les pendules à l'heure sur la structure départementale, qui ne reflétait pas les courants politiques favorables à Israël, bref, qui était plutôt à droite. J'espère que le lecteur me pardonnera de citer l'intégralité de cette lettre. Je pense qu'elle s'intègre parfaitement dans la problématique développée par Alain Herbette, sans doute mari de l'évolution négative des socialistes français à l'égard d'Israël. D'autres maintenaient la flamme. Voici cette lettre. Vous avez adressé le 7 janvier à Monsieur Denis Lefebvre une lettre concernant le fonctionnement de l'Alliance France-Israël dans la Seine-Saint-Denis. Lettre qui n'aurait pas entraîné mon intervention si elle ne mettait pas en cause l'organisation politique à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir depuis la Libération. Les socialistes de Bondy n'ont pas besoin du tremplin de l'Alliance pour leur propre action, vous devriez le savoir. Et encore moins à l'égard d'Israël, et de ceux qui à Bondy sont attachés à la cause de l'État d'Israël. Ces derniers ont constaté depuis longtemps l'attitude des socialistes bondinois, qui n'était faite ni de discours ni de recherche des titres plus ou moins honorifiques, mais d'une action concrète et continue. Par conséquent, votre intervention à ce sujet est pour le moins déplacée, les socialistes de Bondy et moi n'ayant pas attendu votre arrivée pour pratiquer dans ce domaine une politique cohérente et fidèle. D'autre part, l'association locale paraît être selon vous une émanation de la section socialiste. Serait-il donc interdit à ceux qui depuis la naissance de l'État d'Israël ont été sans défaillance à ses côtés d'être présents ? Mis à part le fait que l'organisation bondinoise comporte dans ses adhérents une minorité de membres de mon parti, allez-vous reprendre la vieille chanson qui ferait que M. Valénette n'aurait pas de couleur politique alors que j'en aurais une ? En tout cas, vous auriez dû y penser lors de la mise en place de l'Alliance, en veillant à ce que tous les courants politiques du département soient invités dans les conditions normales à y participer. Les socialistes de Bondy et moi-même n'ont pas l'intention de s'effacer d'un combat qu'ils ont mené sans défaillance depuis 30 ans. Que mes amis se montrent dynamiques, tant mieux. C'est l'intérêt de la cause que nous défendons. L'ambassadeur d'Israël ne s'y est pas trompé, et c'est pour nous la meilleure référence. Je vous prie.
En peu de mots, tout est dit. Soutien à Israël, soutien en socialiste, en être humain aussi. Soutien de principe, au-delà des aléas du quotidien. Ultime saut dans le temps. Fin 2019, à l'occasion de la sortie en poche de mon livre sur l'affaire de Suez, j'organise avec ma compagne un voyage en Israël avec mon ami Claude Lévy qui vit désormais là-bas. Au programme, découverte de ce pays et 3 conférences dans des milieux différents. Oui, découverte, car après toutes ces décennies je n'étais jamais allé dans ce pays. Nous accueillant à Akko, Saint-Jean d'Acre à notre arrivée, Claude ne lance qu'un seul mot, enfin. Un peu plus tard, au fil de nos conversations, nous avons regretté tous les deux que Claude Fusier n'ait jamais visité Israël, malgré de multiples demandes et propositions. Mais cet internationaliste convaincu décédé en 1997 était un peu casanier, n'aimait pas les voyages et surtout pas l'avion. En tout cas, nous avons bien pensé à lui durant ce séjour. Mais assez parlé de moi. Il me faut retourner sur le livre que je dois préfacer, même si j'ai le sentiment avec les lignes qui précèdent, d'avoir déjà commencé. J'écris ce texte de mon confinement dans le Pas-de-Calais, sur la côte d'Opale, sans mes dossiers de documentation et de travail sur Israël qui sont restés dans mon domicile. Je n'ai sous la main que le livre d'Alain. Le que n'est pas restrictif. À elle seule, ces pages se suffisent pour se faire une opinion sur le sujet qu'il nous propose, et ouvrent de nombreuses pistes de réflexion, de méditation. Parfois, et même souvent, je reproche à certains historiens de ne pas aller jusqu'au bout des pistes qu'ils ouvrent, au risque de nous offrir des livres bien mièvres. Ce n'est pas le cas ici. Alain ne cache rien de ses sentiments, de ses regrets, de ses colères parfois. Pour autant, il a fait un vrai travail d'historien, à partir de sources multiples. Fonds d'archives, publications officielles, livres d'historiens, de journalistes, souvenirs d'acteurs. Il s'intéresse aux socialistes, et remonte au XIXe siècle, celui des fondateurs. C'était avant la naissance d'Israël donc, pour nous faire comprendre comment l'antisémitisme a pu gagner certains milieux réputés évolués, des intellectuels de bonne facture, des militants tournés vers l'autre, censés faire évoluer l'humanité. Certaines citations qu'il nous offre laissent souvent pantois. Oui, l'antisémitisme le plus sordide a animé certains socialistes qui ont pataugé dans les préjugés de leur temps. Au XIXe siècle, c'est une évidence, mais aussi dans les décennies qui ont suivi, avec certes une nouveauté. À l'antisémitisme a succédé l'antisionisme. À cet égard, l'épilogue du livre d'Herbet mérite une lecture attentive. L'antisionisme n'est-il pas que le faux-né de l'antisémitisme militant d'aujourd'hui ? Bien sûr, à la phrase qui précède, l'auteur enlève le point d'interrogation final. Pour se limiter aux socialistes français, et au XXe siècle, l'apport d'Alain Herbet est décisif. Dans sa fresque, nous voyons les hommes, Léon Blum, Guy Mollet, compagnons sans faille, mais aussi tant d'autres qui vivront de multiples évolutions, le plus souvent au nom de la réelle politique. Au lecteur de les découvrir, et leur comportement face à tel ou tel événement de 1948 à la période la plus récente. Les guerres, bien sûr, celles de 1967 comme celles de 1973. Nous mesurons les évolutions dans le Parti socialiste et l'émergence dans la nouvelle génération. Pour schématiser celle postérieure à Épinay, 1971, d'une image négative d'Israël, ce que j'ai vécu moi-même à mes débuts de militantisme, j'ai évoqué plus haut cette question. Les années 1956 à 1957, celles de l'amitié et de la fraternité, sont bien lointaines, même si on continue de défendre le droit d'Israël à l'existence, ce qui est la moindre des choses. Mais pour schématiser, l'incompréhension est de mise pour les socialistes français, pour le moins du fait d'une méconnaissance totale de la réalité israélienne. Certains en lisant ce livre en contesteront des passages, ou plus. Comment imaginer le contraire ? Et c'est tant mieux, notre société a besoin de débats mais aussi de controverses. Enfin, il n'est pas, je m'en félicite, qu'un livre tourné vers l'histoire. Il nous parle aussi d'aujourd'hui et nous incite à nous tourner vers demain, en portant le fer où ça fait mal, à partir d'exemples précis, datés, en revenant sur certaines évolutions qui ne servent pas la démocratie et l'humanité. Saurons-nous réagir ? La famille socialiste saura-t-elle réagir ? Ce livre est à lire, c'est une évidence. Denis Lefebvre, historien du socialisme, auteur. 1. La question juive, à l'aube du mouvement socialiste. Le juif est l'ennemi du genre humain.
Il faut renvoyer cette race en Asie, ou l'exterminer. Par le fer ou par le feu, ou par l'expulsion, il faut que le juif disparaisse. Ce que les peuples du Moyen-Âge haïssaient d'instinct, je le hais avec réflexion et irrévocablement. Pierre-Joseph Proudhon, Carnet. Le 14 mai 1948, avec un jour d'avance sur la date prévue, mais respectant ainsi le Shabbat, David Ben-Gourion proclame, à Tel Aviv, l'indépendance d'Israël. Exceptionnellement, il porte costume et cravate, mais le vieux lion sous le complet veston reste identique à lui-même. Devant ses compagnons, ceux qui ont partagé son combat commencé il y a un demi-siècle, devant la jeune génération sioniste, mais aussi devant les visages absents de ceux qui sont tombés durant ces années de lutte et qui ne verront pas le jour tant attendu, devant les fantômes de 6 millions d'êtres humains évanouis dans la nuit et le brouillard des camps de la mort, parce qu'ils étaient juifs, David Ben-Gourion déclare ému et déterminé, « Un État juif est instauré en Palestine, il s'appellera Israël. » En 2020, nous avons fêté son 72e anniversaire. Un âge respectable, vu à hauteur d'homme, mais un temps infime dans la longue histoire du peuple juif. Même si l'on fait commencer l'aventure sioniste en 1897, date du premier congrès de l'organisation sioniste qui s'est tenu à Bâle à l'initiative de Théodore Herzl, ou même avant, 10 ans plus tôt avec la naissance en Russie des Amants de Sion, cela ne change rien à la brièveté de l'aventure. Avant d'évoquer les rapports que les socialistes français ont entretenus avec Israël, il convient avant tout de s'intéresser aux rapports que les précurseurs du socialisme entretenaient avec les Juifs et qu'ils ont appelés pudiquement la question juive. Cette question s'est posée alors même que l'on ignorait le mot de sionisme, ou l'idée même de foyer national juif et encore plus d'État juif. Le socialisme des imbéciles. La question juive, posée par Marx dès 1848, n'est pas une interrogation solitaire posée par le jeune philosophe allemand, soudainement intéressé par sa propre filiation généalogique. Non, il s'agit d'une question récurrente déjà présente dans les livres, brochures ou articles de ceux qui, se réclamant de diverses chapelles, allaient donner naissance à un embryon de pensée socialiste. Cette question a surgi dès la première moitié du XIXe siècle, sous la plume de Proudhon, de Leroux, de Thoussnel et bien sûr de Marx lui-même. Elle se manifeste sous une forme qui choquerait beaucoup aujourd'hui, et qui ressemble fort à ce que l'on ne nomme pas encore l'antisémitisme, un terme inventé en 1879 par le journaliste allemand Wilhelm Marr. Pendant des décennies, d'autres vont suivre cette voie au sein du mouvement socialiste naissant. C'est le cas notamment de Jules Guesde ou de Georges Vacher de la Pouge, fondateur du POF, Parti ouvrier français, une des composantes de la future SFIO. Jean Jaurès lui-même n'échappera pas à cette facilité. Son attitude courageuse lors du déroulement de l'affaire Dreyfus, même s'il n'est pas entré immédiatement dans le camp Dreyfusard, effaça de la mémoire collective les mots très durs qu'il prononça avant l'affaire, et parfois même après. Et qu'ont-ils dit tous ces précurseurs du socialisme ? Tous ces pourfendeurs de l'oppression capitaliste, ceux qui ont dénoncé, à juste titre, les méfaits d'une industrialisation menée à grand train, et qui condamnèrent les conditions de vie d'un prolétariat misérable arraché à ses campagnes, tous découvrent un coupable idéal, le juif, autrement dit le financier, l'usurier, le profiteur, en un mot le responsable du bouleversement marchand auquel on assiste. Celui-là, montré du doigt, insulté, devra payer le prix fort pour que la misère du monde soit vengée. Une somme de préjugés prend ainsi l'apparence d'un raisonnement. C'est cette pauvreté de la pensée qui sera dénoncée quelques années plus tard, par le social-démocrate allemand Bebel, trouvant pour ce faire une formule appelée à connaître une grande postérité, le socialisme des imbéciles. La haine des Juifs est ainsi avouée sans précaution, sans filtre, par ceux qui sont censés éclairer le monde. Une haine qui enferme les Juifs dans une caricature d'un autre âge. C'est à la fois la continuation du vieil antijudaïsme chrétien qui ne voyait dans les Juifs que les adeptes d'une religion honnie, parce que déicide, mais c'est aussi une rupture. Il ne s'agit plus de convertir des égarés, mais d'éliminer un groupe, un peuple ou une race, peu importe comment ils sont désignés, qui ne semble intéressé que par son seul profit. Leroux, Proudhon, Fourier ou le jeune Marx deviennent ainsi les initiateurs d'un antisémitisme de gauche, disons plutôt d'un antisémitisme socialiste,
car jamais les penseurs socialistes du moment ne se sont identifiés à la gauche républicaine et bourgeoise, où l'on trouve d'ailleurs un certain nombre de juifs, Crémieux par exemple, qui deviendra célèbre en signant le décret qui porte son nom et qui a offert la nationalité française aux juifs des départements d'Algérie. Ces proto-socialistes, avides de transformer le monde, sont incapables de prendre leur distance avec les préjugés du temps. Ils aimeraient expliquer le monde, mais ne trouvent que l'ancienne caricature du juif, idéale pour désigner un bouc émissaire. Ils demeurent aveugles à toutes les distinctions sociales que l'on est censé observer au sein de toute société, y compris au sein d'une supposée société juive. Là, dans cet univers fantasmé, pas de juifs riches, pas de pauvres juifs, mais seulement de fidèles serviteurs du capital. Les descendants des adorateurs du veau d'or. Quand Pierre-Joseph Proudhon, le père de l'anarchisme, note dans ses carnets. Juifs. Faire un article contre cette race qui envenime tout, en se fourrant partout, sans jamais se fondre avec aucun autre peuple. Demander son expulsion de France, à l'exception des individus mariés à des Françaises, abolir les synagogues et ne les admettre dans aucun emploi, poursuivre enfin l'abolition de ce culte. Ce n'est pas pour rien que les chrétiens les ont appelés déicides. Le juif est l'ennemi du genre humain. Il faut renvoyer cette race ou l'exterminer. Il faut que le juif disparaisse. La haine du juif comme de l'anglais doit être notre premier article de foi politique. Ces mots sont encore une manifestation du vieux monde. Proudhon est chrétien, cela se voit dans son aversion pour ce culte et sa référence au peuple déicide, mais la dimension ethnique fait également son apparition avec la notion de race et de peuple. Quant à l'anglais dont parle Proudhon, il s'agit du protestant. Charles Maurras, qui n'est pas socialiste tant s'en faut, qui se revendique d'un nationalisme intégral, épousera la même haine à l'encontre des Juifs et des protestants, corps étrangers à la nation française, fille aînée de l'Église. Certains héritiers de Proudhon, quelques disciples de Georges Sorel et certains maurassiens se retrouveront, avant la Première Guerre mondiale, au sein du bien nommé Cercle Proudhon, où l'on retrouve Georges Valois, l'exemple presque parfait du désarroi politique qui a emporté une génération, ou Édouard Berthe, qui partage avec d'autres cette double tentation entre deux extrêmes. Parmi les contemporains de Proudhon, d'autres acteurs importants des premiers pas du socialisme, qualifiés aimablement par Marx de socialiste utopique, condamnent avec la même verve ce peuple mercantile qui s'adonne exclusivement au trafic et à l'usure, dit Charles Fourier qui considère que la Révolution française a fait une erreur fondamentale en émancipant les Juifs. Pour Alphonse Toussenel, les Juifs sont comme dévorés par une sorte de fièvre du gain. Ce disant, ils jouent un rôle essentiel dans l'élaboration du stéréotype associant les Juifs à la grande banque et au capitalisme. Mais il va encore plus loin en affirmant que les Juifs sont une nation dans la nation française, quoi qu'ils fassent et qu'ils disent. Idées simplistes, qui puisent leurs racines dans un passé médiéval, féodal et chrétien repeint aux couleurs de l'anticapitalisme. Ces idées pourtant, sont reprises par l'inventeur du mot socialisme, Pierre Leroux, qui affirme que juif est synonyme d'avidité et d'avarice. Il modernise pourtant son propos, rejoignant ainsi Toussenel en écrivant « Les Juifs ne sont pas des citoyens français mais des agioteurs de tous les pays ». Pour en finir momentanément avec cette litanie antisémite, n'oublions pas Georges Duchesne, typographe puis journaliste, notamment au Peuple, un des meilleurs amis de Proudhon, qui en 1869 justifie les pogroms. Quand vous entendrez dire que dans certaines contrées barbares, la population maltraite les Juifs, n'en croyez rien. Ce sont simplement des honnêtes gens qui donnent la chasse aux coquins, aux usuriers et aux spoliateurs. Tous les précurseurs du socialisme ne partagent pas ces préjugés ou ces fantasmes. C'est le cas des Saint-Simoniens, qui demeurent parfaitement indifférents à cette question. C'est le cas également de Louis Blanc, ancien membre du gouvernement provisoire de 1848, ou de Constantin Pecker, dont les théories économiques et sociales firent l'objet du diplôme d'études supérieures présenté par Marceau Pivert, futur animateur de la gauche socialiste, devant l'Université de Paris en 1920. Mais il y en a un, promis à une renommée mondiale, qui va s'employer à complexifier cette question, c'est le jeune Karl Marx. En 1848, il écrit dans les Annales franco-allemandes qui paraissent à Paris, un article d'une 60aine de pages intitulé Sur la question juive. Il répond ainsi à Bruno Bauer qui vient de publier un article titré de manière identique. Contrairement à Bauer qui aborde la question du retour à Sion,
en accusant les Juifs d'avoir renoncé à l'espérance de leur prière et d'être incapables d'entreprendre une telle action, Marx n'envisage pas cette hypothèse, il n'en parlera même jamais. Pour lui, il n'est pas question de libérer les Juifs de l'oppression, mais de libérer l'humanité des Juifs. Sous cette phrase particulièrement provocante, Marx, issu comme on le sait d'une famille juive convertie au christianisme, dit en réalité qu'il faut se libérer du judaïsme. Les religions doivent disparaître et les croyants avec elles. Plus de judaïsme, plus de juifs, c'est simple. Il ne peut y avoir, pour cet internationaliste en devenir, de solution chauvine et nationale. C'est pourquoi il se borne à souhaiter l'émancipation de l'humanité tout entière, et tant pis pour ceux qui devront continuer à souffrir en attendant cette échéance qui ressemble fort à l'inatteignable horizon. Pour Marx, la question juive n'existe pas, elle n'est qu'un épiphénomène qui sera réglé par la Révolution, grande accoucheuse de l'histoire qui ne saurait confondre le contingent, le juif en l'occurrence, et l'universel. L'homme nouveau, souhaité par Marx, devra effacer de sa mémoire toute identité culturelle ou religieuse. Et pourtant, et dans le même article, Marx semble se contredire. Il affirme en effet, et de manière un peu radicale, en rupture avec ce qu'il affirmait précédemment, que l'essence du juif n'est pas sa religion. Il faut considérer le juif réel, celui de la vie civile. Et il s'interroge, quel est le fond profane du judaïsme ? L'utilité personnelle, autrement dit le contraire du bien commun. Quel est le culte personnel du juif ? Le trafic. Quel est son dieu profane ? L'argent. Donc, poursuit Marx, en s'émancipant du trafic et de l'argent, donc clairement du judaïsme réel et pratique, l'humanité s'émancipera elle-même. Plus tard, Marx se fera discret sur cette question. Il semble ainsi tourner la page de ce qu'il faut reconnaître être un moment totalement étranger à ce qui deviendra la méthode d'analyse marxiste. Ce moment n'est-il qu'une étape dans le développement de sa pensée ? S'agit-il d'une crise de jeunesse, du temps où Marx n'était pas marxiste ? Cette période que l'on a définie comme étant celle du jeune Marx, Robert Misrahi semble le penser. Pour lui, l'origine immanente de l'antisémitisme de Marx, c'est Marx lui-même, c'est-à-dire l'homme Marx, comme sujet libre ayant opéré un choix antérieurement à l'élaboration de sa doctrine. Marx, comme subjectivité, comme homme privé, sera donc l'ultime source d'un antisémitisme non réductible à ses seules causes historiques ou au contexte idéologique qui sollicitait le jeune Marx. Peut-être, cela n'empêchera pas plus tard, des marxistes patentés d'enrichir encore cet antisémitisme qualifié par Bebel, nous l'avons vu, de socialisme des imbéciles. Jean Jaurès n'est pas marxiste, même s'il partage volontiers l'apport théorique et historique du philosophe allemand. Il demeure pour les marxistes purs et durs, un idéaliste. En effet, le socialisme de Jaurès est pacifique, graduel. Il est le produit d'une évolution de la société allant toujours, comme par nécessité, vers le progrès. C'est sans doute ce que certains ont appelé le sens de l'histoire, une manière de sens obligatoire qui souvent mène à l'impasse. Il partage cet optimisme réformiste avec la plupart des dirigeants socialistes européens, en particulier les Allemands, les plus nombreux, et qui disposent d'un grand parti social-démocrate, le SPD. Mais sous la façade très polissée du tribun, se cache parfois une toute autre réalité, plus dure, guère éloignée de l'insulte. En 1895, un an après la condamnation du capitaine Alfred Dreyfus, il signe un article intitulé « La question juive en Algérie ». Dans cet article, il n'hésite pas à affirmer que dans les villes, ce qui exaspère le gros de la population française contre les Juifs, c'est que par l'usure, par l'infatigable activité commerciale et par l'abus des influences politiques, ils accaparent peu à peu la fortune, le commerce, les emplois lucratifs, les fonctions administratives, la puissance publique. Les mêmes préjugés, les mêmes mensonges que ceux employés par les pires antisémites en Algérie, ceux qui se feront élire à l'Assemblée nationale comme députés anti-juifs en 1898. 4 députés, sur les 6 élus cette année-là pour l'ensemble de l'Algérie, porteront cette étiquette infamante. Parmi eux, le publiciste bien connu Édouard Drumont. La même année, c'est un étudiant âgé de 25 ans, Max Régis, se proclamant socialiste et libre penseur, mais surtout anti-juif, qui sera élu maire d'Alger. L'orage antisémite va pouvoir se développer de ce côté de la Méditerranée. Édouard Drumont n'est pas un inconnu pour Jean Jaurès. Patron du journal La Libre Parole,
auteur du livre La France juive, proche de Léon Daudet et de Charles Maurras, dirigeant de l'Action française, ou bien encore de Maurice Barrès, député de Nancy. Il appartient à la large famille de la droite nationaliste, une famille qui englobe les boulangistes comme les monarchistes et beaucoup de républicains. Elle va de Déroulède à Barrès, en passant par Rochefort. Nulle atmosphère de guerre civile entre tous ces représentants de la droite nationaliste et Jean Jaurès ou ses amis socialistes. La polémique est certes présente, portée par un talent oratoire partagé, elle est parfois virulente, mais elle se passe entre gens de bonne compagnie. L'insulte, de préférence au-dessous de la ceinture, est réservée aux Juifs, nous le verrons avec Léon Blum. L'exemple de la Revue socialiste vient nous apporter la preuve de ce mélange des genres. Sous la direction de Benoît Malon, la revue multiplie les articles antisémites. C'est grâce à cette revue que va s'opérer la rencontre entre droite révolutionnaire, incarnée par Drummond, et gauche révolutionnaire. Leur point commun, l'antisémitisme salué par Malon pour ses vertus révolutionnaires. À la mort de ce dernier, en 1893, Drummond saluera comme il se doit la disparition d'un ami. Ce courant de pensée n'est pas limité à la seule revue socialiste. L'exaltation des vertus révolutionnaires de l'antisémitisme est également défendue par Blanqui et ses héritiers, dont l'un des plus connus est Henri Rochefort, un mélange instable de nationalisme, d'antisémitisme et d'antiparlementarisme. Moins caricatural, mais illustrant ce même mélange des genres, l'exemple de Barrès est tout aussi caractéristique de l'époque. En 1894, il lance le journal La Cocarde dont objectif est de réunir courtoisement anciens boulangistes et socialistes contre le régime bourgeois qui s'installe. Jaurès, occupé par la Petite République à Paris, où la Dépêche à Toulouse ne répond pas à l'appel de Barrès avec qui il entretient d'excellentes relations, mais il délègue un proche collaborateur, son secrétaire Eugène Cross, pour participer au lancement de ce nouveau journal. Il y retrouvera des députés socialistes, d'anciens disciples de Proudhon, Pelletan et Pelloutier, mais aussi Maurras et Daudet. Faut-il parler de complaisance entre socialistes et antisémites ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.